Bonjour à tous, nouveau podcast aujourd'hui à 4 avec Yanis, Pierre-André et Mathieu. Et l'actualité nous rattrape et la veille du début de la Coupe du Monde. Nous allons vous parler de l'équipe de France. Donc on va d'abord s'intéresser à chacun donner nos opinions globales sur les objectifs et les possibilités de l'équipe. Et ensuite on rentrera sur des questions plus tactiques mais aussi individuelles pour finir par rapidement un petit tour de table sur les qualités et les défauts avant, donc, je le répète, le début du tournoi et le premier match qui a lieu samedi, si je dis pas de bêtises. Donc tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas lu les articles de Mathieu concernant tous les groupes, on va rappeler, nous, à quelle place vont finir les Français dans le groupe, à votre avis, messieurs? Bah clairement là ça vise la première place, hein, on va pas se mentir, on a eu un tirage entre guillemets favorable, même si attention, il faut pas s'y tromper, c'est pas un groupe si facile que ça. On va y revenir après. Que ce soit en termes de classement FIFA, de talent individuel, d'histoire, etc. La France doit terminer première de ce groupe. Tout autre résultat serait déjà une contre-performance. Alors on est d'accord que si on est deuxième, on passe en huitième de finale et qu'après on va gagner la Coupe du Monde, on va pas se plaindre parce qu'on a fini deuxième du groupe. Mais quand même, l'objectif c'est clairement la première place. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Surtout quand on sait qu'on croise avec potentiellement, c'est sûr, avec le groupe, avec Argentine, Croatie, Nigeria, si je me trompe pas. Islande, n'oublie Enfin, pas si on- l'Islande. Islande, ouais. Donc en gros, si on peut quand même éviter l'Argentine en huitième de finale, hein, ce Ouais, serait mais bien pour nous. attention parce que du coup, vu que tu viens sur le sujet, je vais tout de suite te répondre. Ce groupe D, il est vraiment très 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 imprévisible. Et même si moi je pense quand même que l'Argentine doit finir première, sur trois matchs avec Argentine, Croatie, Islande, Nigeria, il peut tout se passer. C'est-à-dire que l'Islande peut terminer potentiellement pour moi première du groupe devant la Croatie ou devant l'Argentine. C'est assez compliqué par rapport au groupe de la France qui paraît déjà un peu plus classique entre guillemets. Hiérarchisé, oui, Après, c'est vrai que je suis après, de d'accord. toute façon, peu importe, hein, on veut gagner la Coupe du Monde. L'objectif, il est clair, c'est voilà, les finales. Avec le groupe qu'on a, les joueurs d'expérience qu'on a et le talent, il faut se mettre en confiance tout de suite, directement prendre les devants du groupe. Et peu importe sur qui on tombera en huitième, faut pas commencer à faire des calculs. Non, mais je L'objectif, suis c'est de d'accord. Ouais. finir premier et y arriver, quoi. C'est vrai, ça c'est sûr. Si Mais on prend avec l'historique de l'équipe de France, on est capable de manger 2 matchs nuls en 3 matchs, on est d'accord? Ah bah ouais. On est spécialiste. Non, ouais, non, mais je serais pas si négatif que ça quand même. Si on prend match par match, je commence avec l'Australie. Ça doit faire 3-0 quoi. ouais, ah, voilà, l'Australie, L'Australie, ça va être. il faut être honnête, c'est quand même une des équipes les plus faibles de la Coupe du Monde. J'exagère un petit peu, mais pas tant que ça, parce que Non, non, mais c'est vrai. hormis l'Arabie Saoudite et le Panama, je vois pas beaucoup d'équipes qui sont plus faibles que l'Australie. Et alors, il y a toujours ce côté premier match, attention, si on n'est pas dans le rythme, etc. Je rappelle juste qu'on avait les mêmes doutes en 2014 parce qu'on a démarré la compétition contre le Honduras et on a gagné 3-0 aussi dès le premier match. C'était déjà Après, des j'ai des champs. Oui, souvenirs de matchs de premier tour, tout premier match contre la Suisse ou la Roumanie 2006 et 2008. On a eu quand même un peu plus de mal, hein. Oui, il y a aussi la Voilà. Roumanie 2016 où ça se gagne avec le fameux but de Payet, c'est vrai. Mais Didier Deschamps, il est aux commandes depuis longtemps, il a son staff avec lui, il a des joueurs comme Lloris, Griezmann, Pogba, etc. qui sont aussi là depuis plusieurs compétitions maintenant. Je pense honnêtement, j'ai pas trop de soucis pour le match contre l'Australie. Je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que ça va être que ça va être le match le plus facile de la compétition. Enfin, potentiellement si, mais ça va pas être une partie de plaisir, quoi. Ça va être un match engagé. Il va falloir montrer de qu'on est capable quand même. Après, l'avantage ouais. dans ce domaine-là, c'est que on a commencé à avoir l'habitude maintenant de jouer ces matchs-là. On s'est tapé tous les éliminatoires contre la Biélorussie, la Bulgarie, le Luxembourg. On a exprès choisi des matchs amicaux contre l'Irlande et contre les États-Unis pour avoir à jouer des équipes comme ça qui défendent bas et qui jouent en contre-attaque. Il n'y a plus d'excuses, on est préparé à ce match, à mon avis. Je suis tout à fait Non, mais d'accord oui. avec toi. Mais il va falloir, Justement, voilà. si on est préparé, comment on joue, qu'est-ce que c'est le schéma de ce premier match et potentiellement l'ensemble de la compétition. Comment Ça, Bah, c'est un quel autre, jeu veut jouer Deschamps? c'est,
c'est un sacré débat, hein, Oui. parce que premièrement, l'ensemble de la compétition, moi, je laisse ça de côté, hein. À mon avis, impossible de dire qu'il y a une équipe qui va rester, hein. J'y crois Ouais, moi pas. je pense que c'est match par match parce que, enfin, je veux dire, on regarde des groupes là. On peut pas, je veux dire, préparer le match de la même façon quand on joue l'Australie et le Danemark. Exactement. Et alors, enfin, je veux dire, on peut par exemple jouer en 4-4-2 contre l'Australie, par exemple, parce que le 4-4-2, ça apporte beaucoup plus de pouvoir offensif. Il y a quatre joueurs par exemple, à vocation offensive. Ça, contre l'Australie, qui risque pas trop de nous poser de problèmes défensifs, ça peut aller. Par contre, contre le Danemark, c'est compliqué de faire un 4-4-2 avec des milieux latéraux qui sont pas forcément les plus grands défenseurs du monde. Donc, du coup, ce sera plus, les schémas devraient évoluer en fonction de l'adversaire pour moi. Ouais, je Donc, je suis suis d'accord avec. entièrement d'accord avec toi sur l'idée. Je vais apporter une nouvelle que j'ai lue dans la journée sur de par les journalistes qui sont en Russie. Il y a eu un entraînement ouvert aux médias aujourd'hui avec des mises en place tactiques. Apparemment, des mises en place tactiques qui ont déjà apporté pas mal d'informations. Et donc, l'équipe serait, ça reste au conditionnel, hein, on est à 3 jours du match, on sait jamais. L'équipe serait potentiellement un 4-3-3. Donc, pour moi, frileux, j'explique pourquoi, avec Benjamin Pavard et Lucas Hernandez en tant que latéraux titulaires, avec Kanté, Tolisso, Pogba au milieu, et sans véritable attaquant de pointe, c'est-à-dire le même système que contre l'Italie, Mbappé, Dembélé, Griezmann devant. Donc, faux numéro 9. Oui, donc un 4-3, un peu un 4-3-1-2, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, si ça se confirme, hein, encore une fois, c'est du conditionnel. J'ai du mal à comprendre en fait ce choix de pas mettre Olivier Giroud. Alors, je sais qu'il y a les détracteurs d'Olivier Giroud. Moi, je l'aime bien et je pense qu'on en a besoin parce que contre l'Australie, il le faut, ce joueur dans la surface qui va faire le point d'ancrage et qui va se donner à fond pour mettre la balle au fond, peu importe la manière. Je me souviens encore de Un son but contre l'Irlande, là, il y a quelques semaines où il tire 4 fois dans la balle, pour la faire entrer. Il y a que lui qui peut faire ça, hein. Et Griezmann un dans la ça, surface, je suis d'accord, ouais. Ah, mais Puis ça, est-ce que l'avantage de jouer avec les trois, Griezmann, Mbappé et j'ai oublié le dernier, ah si, Dembélé. Dembélé, voilà. Euh, Est-ce que ça ne permet pas justement de mettre de la folie et de faire exploser complètement la défense Mais australienne? tu pouvais laisser Giroud en pointe avec ces trois-là, avec Griezmann en soutien de Giroud en faux numéro 9. Il suffisait de déplacer le milieu. Par exemple, tu laissais Pogba Tolisso sur le Kanté banc. ou Tolisso Kanté. Enfin, moi, j'aurais mis Pogba Kanté, par Ouais, exemple. ouais, je suis Mais d'accord, ouais, ouais. voilà. Et tu pouvais garder ces deux milieux. Et je pense que contre une équipe comme l'Australie, ça pouvait suffire. On a l'expérience et quand même, Kanté et Pogba sont des joueurs assez talentueux avec l'aide de Griezmann et le soutien de Dembélé et de Mbappé, de pouvoir contenir le milieu australien, quoi. C'est Tout pas à non fait. plus. Après, du coup, bon, déjà, le soutien défensif de Dembélé et Mbappé, j'y crois pas du tout, hein. On va pas Voilà. se mentir, ça défend pas du tout. bah, c'est le Euh, problème du 4-4-2, C'est ouais. pour, toujours. pour répondre à Guillaume sur l'idée des trois là pour dynamiter le truc, pourquoi est-ce que moi j'y crois pas trop? C'est parce que c'est trois joueurs qui ont besoin d'énormément d'espace. C'est-à-dire ils sont fantastiques à partir du moment où vous leur laissez un petit bout de couloir ou un espace dans la profondeur, ils ont une vitesse folle, ils ont une technique folle, deux, trois dribbles, ça arrive devant le gardien. Après la finition c'est autre chose, mais c'est clair qu'ils ont ces qualités-là. Mais là l'Australie, ils vont mettre le bus. C'est-à-dire que ça va jouer très bas et il n'y aura pas, à mon avis, cet espace dans le dos de la défense pour s'envoyer des balles en profondeur. Qui plus est, c'est en tout cas Griezmann et Mbappé, Dembélé un peu moins, mais c'est des joueurs qui cherchent l'axe à tout prix et c'est ce qui nous a mis dedans contre les États-Unis où le match était très décevant. Pourquoi? Parce qu'on a joué avec des attaquants axiaux et qu'on n'a pas réussi à ouvrir sur les ailes. Et d'autant plus que là, si on choisit Pavard et Hernandez, qui sont des très bons défenseurs, mais qui sont pas aussi, qui ont moins de qualité que Sidibé et Mendy dans les débordements, on va pas du tout utiliser les côtés. Et moi, c'est ça qui me fait Ah, peur. mais déjà, tu peux pas jouer avec Sidibé, il est blessé. Non, il a été légèrement touché, il est en cours de reprise, il est potentiellement disponible.
Je sais pas, Après. moi j'ai encore lu ce matin, donc le 13 juin, 8 heures, que potentiellement il pouvait rentrer en France. Ah non, bon, alors après, c'est toujours compliqué ce genre d'informations. Moi, j'ai pas du tout vu ces informations. Pour moi, il est juste incertain pour le premier match. Bon, ce qui peut expliquer que effectivement il soit laissé de côté. Mais dans ce cas-là, si vraiment les latéraux sont indisponibles et qu'on joue avec Pavard et Hernandez, pourquoi est-ce qu'on profite pas de cette assise défensive pour utiliser, comme le disait PA, le 4-4-2 avec des mecs qui savent jouer sur les côtés, avec Dembélé, avec Lemar qui est capable de prendre un côté, Mbappé si on lui demande, mais avec Giroud dans l'axe qui permet de faire le point de fixation. Voilà, moi c'est ça qui me dérange un peu. Après, enfin, faut pas trop cracher trop vite sur Pavard. Par exemple, je trouve qu'il a fait des super bons matchs, des matchs de préparation et il a été efficace aussi offensivement quand Sidibé n'a pas été, par exemple, contre les États-Unis. Le but vient de son côté. Pavard a quand même fait des bons matchs et après, je suis d'accord. En plus, s'il y a l'hésitation, moi, j'aurais peut-être envie de partir sur un Pavard Mendy, par exemple. Parce que Mendy a montré quand même des bonnes choses, même si. Moi, j'aurais plutôt fait Même si... l'inverse, tu vois. C'est marrant parce que, enfin, après, je critique pas trop Pavard. En effet, il a fait des très bons matchs de préparation. Il a intrinsèquement moins de qualité quand même balle au pied. Et Oui, j'ai été agréablement surpris de l'autre côté, moi, par Lucas Hernandez. Il a fait un match absolument monstrueux contre l'Italie. Et oui, c'est vrai. ça me choque un peu moins, sachant que Sidibé a eu des pépins physiques cette saison. Mais Mendy, on parle quand même d'une rupture des ligaments croisés du genou. C'est plus des pépins Oui, physiques. c'est ça. Donc, Après, est-ce que peut-être Deschamps veut pas, genre, enfin, se dit, bah, notre premier match, ok, mais c'est l'Australie, j'ai le luxe d'avoir quand même quatre latéraux qui sont quand même de très bon niveau. Les quatre, enfin, il y a peut-être une hiérarchie, mais là, on en vient à dire que la hiérarchie est de plus en plus discutée au sein des quatre latéraux. Et ce qui se dit pas, ben, autant jouer ceux qui sont à 100%, quoi. Si Sidibé est un peu blessé, que Mendy oui, oui, en revient encore, enfin, je veux dire, à sa place, l'idée quand je vois les matchs de préparation avec, oui, Hernandez, je suis d'accord qu'il a fait un superbe match, et Pavard qui a apporté quand même ce qu'il devait apporter. Je veux dire, c'est un peu un choix de riche qu'on a là, mais autant jouer un peu la sécurité et se dire de faire reposer encore un peu Sidibé et Mendy qui commence quand ça deviendra qu'on aura plus vraiment peut-être besoin de jeu, je sais pas. Et peut-être aussi concerner tout le monde, en fait, aussi. Ouais. oui, bah Mais surtout moi, j'ai le une niveau question, de. j'ai une question pour vous, là. On a parlé de l'attaque, on a parlé un peu du milieu, on a parlé des latéraux. C'est quoi notre défense centrale? Type. Elle bougera pas, hein. C'est Varane Ah Umtiti, hein. oui. Ouais, Et ouais. celle-là, Varane on l'a, Umtiti. celle-là, c'est vraiment, ça sera la constante tout au long du Ouais, tournoi. ouais, ouais. Ok. Pourquoi? C'est le seul endroit où ça bougera pas? Ouais, Avec le Bah, gardien? quoi qu'il l'axe, arrive. non, et Kanté, je pense. Et Kanté. Kanté, à moins d'avoir un match, enfin, à moins qu'on gagne. Allez, imaginons, en supposition, les gars, on gagne les deux premiers matchs 3-0, il mettra une équipe bis contre le Danemark. Ça Peut-être. dépend parce que Enfin, si le non, Danemark a gagné ses deux premiers matchs aussi, tu joues la oui, première oui, place du ça groupe. va dépendre. Ça va dépendre, évidemment, je suis d'accord, ça va dépendre. Mais s'il y a peut-être un match où ça va tourner un peu plus, ce sera peut-être un peu plus une équipe différente. Ce sera ce troisième match de poule. Et ce sera là peut-être que par exemple Kanté pourra être amené à se reposer, quoi que ce soit. Mais sinon, pour moi, l'axe Lloris, Kanté, enfin Lloris, la défense centrale, Umtiti, Varane, Kanté et Griezmann, on peut même rajouter Griezmann. Oui. Pour moi, cet axe-là, parce que on peut pas dire Giroud parce qu'on n'est pas sûr, mais Griezmann, c'est sûr. Cet axe-là, c'est sûr qu'il ne bougera pas et c'est vraiment la colonne vertébrale. C'est ce qui fait c'est ça qui est entre guillemets réjouissant et qui peut apporter des bonnes choses dans cette équipe, c'est qu'on a vraiment une colonne vertébrale vraiment très intéressante, quoi. Hum, On a Griezmann qui est peut-être troisième meilleur joueur du championnat espagnol, Kanté qui est un des meilleurs joueurs du championnat anglais, Lloris qui est un des meilleurs gardiens au monde, et après on a une défense centrale qui est archi solide et qui ont été deux joueurs titulaires dans deux des plus grands clubs du monde et qui ont fait deux saisons pleines et très, très convaincantes. On a vraiment une base très très solide et après on a plein d'individualités
autour qui peuvent apporter beaucoup de choses, mais la colonne vertébrale de cette équipe est quand même vraiment intéressante, je trouve. Ouais, je vais mettre un Si je bémol me, là-dessus, moi, si je me, quand même. Je vais mettre un bémol là-dessus parce que on va partir d'en bas. Hugo Lloris est pas dans la forme de sa vie. Il a eu une saison un peu en dents de scie à Tottenham. Ouais, Les derniers c'est matchs en vrai que équipe de France, l'Italie, les États-Unis, il y a 2 buts sur lesquels il est partiellement coupable. Je ne dis pas qu'il fait une boulette, je dis qu'il oui, est non, c'est vrai. partiellement responsable. Maintenant, on est d'accord qu'on va pas toucher au gardien maintenant au niveau de la Coupe du Monde. C'est notre gardien depuis des années, il est capitaine, enfin il y a aucune question à se poser. Mais est-ce voilà, qu'on a mieux? c'est pas 100%. Est-ce qu'on a mieux? On l'a pas mieux encore. Bon, pour Non, moi, non, Voilà, c'est Pogba pour n'est ça pas au que niveau. on a ça aussi. c'est pour ça que je dis on n'y touche pas. Oui, on n'y touche pas. Donc, on Mais, a vraiment un axe but à but qui est fixé et autour, Didier Deschamps fait ses choix de telle façon à s'adapter à chaque équipe. Si j'ai C'est résumé ça, la c'est ça. situation que vous racontez. Il va s'adapter à chaque équipe. Je reviens mm, juste là très rapidement hein, je continue sur l'axe. Umtiti Varane, c'est pareil. Je mets un bémol. Ok, c'est 2 joueurs qui jouent dans peut-être les 2 plus grands clubs au monde. Mais en équipe de France, il y a toujours il manque quelque non, c'est chose. vrai, ouais. Il manque C'est quelque vrai que, chose et tous les deux, ils n'ont pas tellement d'automatisme ensemble et on le sent. Ce qui ouais, fait c'est vrai, je suis que, d'accord. surtout, en fait, là où ça pose problème, paradoxalement, je trouve, c'est dans les, entre guillemets, petits matchs. C'est-à-dire, on a vu Umtiti sur la demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne, il a été excellent. Contre les États-Unis, contre l'Irlande, comme ça va être le cas contre l'Australie, que ce soit pour Lloris, pour Umtiti ou Varane, ce qui est compliqué, c'est de rester concentré dans un match où vous avez très peu de choses à faire. Et on l'a vu contre les États-Unis, ils ont eu très peu de choses à faire, mais à chaque fois que le danger est arrivé chez eux, c'était la panique. Il y a ce problème de rythme et de concentration. Alors, je vais pas comparer un match amical à un match de Coupe du Monde, mais voilà, Non, je suis d'accord, ouais. c'était juste pour le petit bémol. Mais On peut c'est vrai, enchaîner. ouais, enfin, je dis quand même que tu as raison que la défense centrale en bleu, ça a toujours été un chantier compliqué. Et Umtiti, depuis l'Euro, est arrivé, mais a jamais vraiment a fait un super Euro et a gardé sa place depuis là. Mais depuis l'Euro, il a quand même été vachement en dents de scie. Varane, on pourrait attendre quand même vraiment, vraiment beaucoup plus de lui. Enfin, il a que 25 ans, mais c'est peut-être un des plus expérimentés au niveau Ligue des Champions et de ce qu'il joue en club actuellement. Enfin, c'est un des plus expérimentés de l'équipe de France. Et on peut quand même attendre un peu plus d'un rôle de leader et un rôle surtout oui, même si c'est pas dans sa personnalité, on pourrait attendre un peu plus de lui quand même, comme on pourrait attendre plus d'un Pogba. C'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est vrai que cette défense centrale, elle est quand même, même si sur le papier, elle peut faire plaisir, elle peut faire des belles choses, il faut quand même faire attention. Mais après, de là à ce qu'elle change dans la Coupe du Monde, je pense pas en tout cas. Donc, est-ce que vous diriez que l'équipe de France a gagné des matchs et plus si affinité en marquant plus de buts que son adversaire ou en encaissant moins? Je Ah, résumerai pas ça comme ça. Je dirais que en fait, ça va dépendre des équipes et que sur la phase de poule, en tout cas, les 3 qu'on va rencontrer, y compris le Danemark, même si ils ont plus de qualité offensive, vont jouer bas et vont essayer de nous empêcher de marquer. C'est plutôt comme ça que je le tournerai. Les adversaires vont essayer de nous empêcher de marquer et il va falloir qu'on arrive à déverrouiller le truc, quoi. Mais potentiellement, tout le monde va chercher à prendre aucun but. Et il va falloir être solide pour nous, de notre côté, ne pas en prendre sur les contre-attaques qu'il y aura. Mais c'est vrai. le Pérou aussi est dans ce genre-là très dangereux parce que c'est des défenseurs acharnés comme on sait en formé en Amérique du Sud et Ouais, voilà, c'est l'Amérique du Sud, c'est ça. il y a des joueurs comme Jefferson Farfan ou André Carrillo sur les ailes qui sont des bombes qui peuvent partir en contre-attaque sans problème avec un attaquant de pointe qui est revenu enfin qui est pas revenu de suspension de dopage mais dont la suspension pour dopage a été annulée, Guerrero, qui lui est une machine à marquer, un vrai numéro 9. Et donc on pourrait rapidement se retrouver en danger sur ces équipes qui n'ont pas forcément un milieu de terrain fantastique, mais qui en ont pas besoin. Et c'est là que ça va se compliquer. Ah oui, c'est vrai. Mais après, enfin, je pense on peut quand même dire, sans trop se prononcer,
que le plus gros potentiel de cette équipe en équipe de France, c'est quand même l'attaque. Je veux dire, on a des top joueurs mondiaux à beaucoup de postes, mais l'attaque quand même avec en voyant Griezmann, Mbappé, Dembélé, Lemar, on peut le mettre dedans, c'est entre guillemets, on voit des Thauvin qui a fait une super saison, Sekir qui a fait une super saison aussi. On a quand même une équipe de France qui sera quand même plus, en tout cas en poule, c'est sûr, portée sur l'attaque. Et c'est sûr, après, à nous de réussir à débloquer correctement la situation. Ouais, le problème, c'est d'arriver à les faire jouer ensemble, en fait. Par contre, C'est ça. Oui, c'est c'est ça. que Ça, je suis on a d'accord que effectivement un très gros potentiel, mais pour l'instant, je trouve qu'on a encore un peu de mal à trouver ces automatismes entre ces joueurs-là et que, bah, maintenant, c'est entre guillemets trop tard, quoi. On arrive à la compétition ouais, mais et à après force de moi, bricoler, de changer de système tout le temps, ouais, on n'a pas encore les rodages. moi je fais quand même vraiment confiance à Deschamps parce que même si des fois il est passé par des phases de qualification compliquées, d'éliminatoires très compliquées, je suis d'accord. En compétition, il est quand même très fort. Moi, je pense que, enfin, le vrai atout de cet entraîneur et de ce sélectionneur, c'est sa capacité à créer un groupe, à souder les joueurs et à les faire jouer ensemble correctement en compétition. Donc, en vrai, quand il le faut, quoi. Et pour ça, il a fait un très bon Euro 2016. La Coupe du Monde 2014 a été bonne aussi. Et pour ça, il est quand même capable bien de créer ce groupe et de les faire jouer ensemble. On voit quand même que l'équipe est quand même assez jeune. Ils ont l'air de quand même bien s'entendre. Je pense pas qu'il y aura le genre de problème comme il y a eu, même si on peut pas deviner ou quoi que ce soit, mais comme il y a eu par exemple en Afrique du Sud ou quoi que ce soit, je veux dire, Oui, non, Deschamps, il a quand on même, sera pas là, ça c'est clair. on On sera jamais là, s'en- c'est sûr certain. Deschamps, il a quand même ce charisme et cette prestance pour vraiment diriger ça correctement et souder ce groupe correctement. Et après, on voit qu'ils ont envie de jouer ensemble. Par exemple, les matchs amicaux, on a vu beaucoup Griezmann essayer de chercher Mbappé, Mbappé essayer de chercher Griezmann. On voit qu'ils essayent vraiment, qu'ils ont envie de bien faire et de jouer ensemble, quoi. Ok, donc Après, pour vous, jusqu'où va l'équipe de France? ah, allez, je commence en disant que je crois que l'objectif fixé par le président de la Fédé, Noël Le Graët et peut-être par Deschamps, je sais pas, mais en tout cas par le président de la Fédé, je crois que c'est les demi-finales. C'est Je veux ça, dire, exactement. je pense que Alors euh, ça, c'est l'objectif. Mais moi, je vous demande, vous, est-ce que ouais, vous voyez l'équipe aller en demi-finale, en finale, gagner, ou alors se faire sortir dès la phase de poule? disons que alors moi, comme a dit un peu le président de la Fédé, je serais déçu. Et pour moi, ce serait un échec si on n'est pas en demi. Je dirais que pour moi, quand je regarde un peu, je fais des suppositions par rapport au pronostic, le parcours jusqu'en demi est jouable. On peut aller en demi. Après, franchement, moi, je pense qu'en demi, allez, enfin, il y a de grandes chances que si tout se passe bien à peu près, on chope le Brésil. Et après, pour moi, à partir des demi-finales, c'est 50-50, quoi. Je veux dire, on est capable sur un match de battre des très très grandes équipes et on est capable de perdre, quoi. Mais pour moi, le parcours jusqu'aux demi-finales, il devrait être jouable. Et après, je pense qu'on est quand même capable on a quand même l'effectif sur le papier pour la gagner cette Coupe du Monde. Mais ce sera compliqué, quoi. Quand je vois notamment des adversaires comme le Brésil, de l'autre côté du tableau, il y aura sûrement l'Espagne ou l'Allemagne. Ce sera compliqué, c'est sûr, hein. Mais pour moi, je pense qu'on a quand même l'effectif pour la gagner. Ok, du coup, je prends la suite. Je suis assez d'accord avec toi. L'objectif de la demi-finale, il est réaliste. Je détaille juste rapidement. Donc le huitième de finale, ça serait, on l'a dit, contre le groupe D, donc Argentine, Croatie, Islande, Nigeria. La logique voudrait théoriquement que ce soit la Croatie si on termine premier du groupe. Encore une fois, là on parle de partie de tableau, c'est dans l'hypothèse vraiment où on finit premier du groupe. Mm. Ensuite, quart de finale, toujours dans l'hypothèse où on finit premier du groupe et on gagne une autre huitième, ça serait théoriquement contre l'Uruguay. Ça, j'y crois assez à la présence de l'Uruguay en huitième, ou bien son adversaire qui serait normalement Portugal ou Espagne après ce qui vient de se passer aujourd'hui. Donc, on serait en quart contre l'Uruguay ou le Portugal, et là déjà c'est un premier test. C'est un match où on peut Ah, c'est sortir. clair. Il faut mettre ça. Ouais, non, C'est potentiellement, c'est déjà, ça serait pas non plus un scandale si on se faisait sortir par l'Uruguay ou le Portugal. Mais ça serait une déception parce que l'objectif, ça reste les demi. Je suis d'accord avec ça, je vois la France en demi.
Ensuite, normalement, encore une fois, dans cette hypothèse-là, c'est le Brésil en demi. Et là, j'ai un doute parce que le Brésil a beaucoup d'atouts, je pense, notamment une force collective que nous, on n'a pas réussi à trouver. Ce Je bémol suis que je d'accord. mets sur le fait qu'on n'arrive pas à trouver de système, qu'on arrive, on sent qu'on va bricoler dans ce tournoi. On va jouer une fois en 4-2-2, une fois en 4-3-3. Moi, j'ai l'impression que ça va être comme ça. Et d'un côté, c'est bien parce qu'on peut s'adapter à l'adversaire. De l'autre, on manque d'automatisme. Ce qui n'est pas le cas d'une équipe contre le Brésil. Et donc, pour moi, théoriquement, je verrais l'équipe de France sortir en demi contre le Brésil. Mais, comme tu l'as dit, sur 90 minutes, on sait jamais. En 2006, on voyait aussi l'équipe de France en quart de finale sortir contre le Brésil. Ils ont fait l'exploit de passer et j'espère que ça se reproduira. Ouais, c'est ça globalement, c'est vrai. Après, avec ce qu'on on va faire un petit point, c'est que le sélectionneur de l'Espagne a signé au Real dans le dos de le président de la Fédé et donc a été limogé par la Roja. Donc du coup, il y aura un nouveau sélectionneur à la Roja. Donc on imagine. C'est pas vraiment un nouveau sélectionneur, hein. C'est le directeur sportif Hierro qui reprend la suite. D'accord, ok. Mais on imagine quand même que ce sera un peu chamboulé. Ça se trouve, l'Espagne pourra ne pas finir première de son groupe. Et dans ce cas-là, on les choperait déjà en quart de Oui, finale, oui, non quoi. mais voilà, après il faut pas trop non plus se lancer dans les hypothèses Oui, 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 là. à partir des quarts, ça devient compliqué. Mais en tout cas, je pense que l'objectif, voilà, résumons, Ouais, c'est objectif ça. demi-finale. Et objectif, ouais, voilà, c'est ça, demi-finale. Et je pense que voilà, c'est largement réalisable. Et on pourra quand même dire que c'est un peu une déception si on n'est pas en demi-finale, quoi. Je rajoutais une dernière chose par rapport au fait que est-ce qu'on y croit, on peut la gagner potentiellement, oui. Juste, le sentiment que j'ai, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression on a laissé passer la chance avec la finale de l'Euro 2016. Les sélections nationales, c'est rare. Je dis pas que ça n'arrive jamais. On l'a vu avec l'Espagne qui en a gagné deux de suite avec un euro au milieu, ou plutôt 2 euros et une Coupe du Monde au milieu. C'est rare que les occasions se représentent sur la durée. Les cycles en sélection nationale sont très courts. On a eu cette opportunité de faire la finale de l'Euro. Je suis pas sûr qu'elle se Ça, représentera avec cette génération-là. ouais, ouais, c'est ça qu'on. Bah, surtout moi quand je vois, quand je pense, on peut parler, si on va vite fait parler rapidement des favoris. Pour moi, les plus grands favoris, tu l'as dit, pour moi, c'est le Brésil, quoi. Ils sont revanchards par rapport à 2014. Il y a Neymar qui revient de blessure. Il paraît en grande forme. Ils font des matchs de préparation où ils sont vraiment dominateurs. Et pour moi, enfin, je veux dire, si outre le côté que je suis supporter français, s'il y a une pièce à mettre quelque part et que j'ai une pièce à placer, je la placerai sur le Brésil, quoi. Même Ouais, si et elle me fait puis mal au cœur. évidemment, l'Allemagne aussi qui est toujours là. Il y a Oui, toujours quelque oui. chose qui va pas, mais elle arrive toujours très loin. Donc voilà. Si je L'Allemagne, me permets, je pense qu'on s'éloigne un peu de notre sujet qui était l'équipe de France. On n'était pas là pour faire la preview entière de la Coupe du Monde. On risque, on marche sur les plates-bandes voisines. C'est ça. Je suis désolé. Désolé, vous étiez très chaud, mais je sens qu'on s'éloigne. Donc, on va peut-être pas tarder à finir. Bah, Euh, on a tout dit, j'ai l'impression, sur l'équipe de France, hein. on a tout dit. Moi, j'ai l'impression qu'on a tout dit dans le jeu, dans le schéma, etc. Moi, j'ai une question à propos de l'ambiance. De dire les journalistes qui sont présents à Istra, donc camp de base des Bleus, l'ambiance est un peu tendue quand même autour de l'équipe. Et après, voilà, il y a des trucs qui hantent. On ne sait pas pourquoi. Rami a défendu sur Mbappé, lui a fait mal. Non, Ça a non, pris des là, propos, par contre, ouais, non, je te coupe juste ça a pris là-dessus. voilà, ça a pris des proportions. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je pense pas que l'ambiance soit tendue autour de l'équipe de France, pas du tout. Ils se sont justement installés dans un camp qui est retiré de tout. Ils sont tout seuls là-bas et ils sont entre eux. Pourquoi on a l'impression qu'elle est tendue? C'est parce qu'il y a des journalistes qui vendent du papier. Voilà, ils sont là pour vendre. Il y a ouais, c'est vrai, non, je suis d'accord. le tacle de Rami sur Mbappé, c'est rien du tout. C'est les journalistes qui ont fait monter la sauce. Il y a beaucoup de choses comme ça où c'est les journalistes qui donnent l'impression que ça va pas du tout. Moi, je pense que comme le disait PA, Didier Deschamps et son staff sont assez intelligents pour gérer ça du mieux. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience, des joueurs qui en ont moins, mais on a l'impression que ce groupe il vit bien, il a l'air assez équilibré et je me fais pas de soucis pour ça. Et alors, donc, Ok. moi, je vais rebondir parce que enfin, c'est des rares cultures foot que j'ai, hein, j'en ai pas beaucoup, mais
Mais alors, quand Monaco fait la Ligue des Champions, j'ai oublié l'année, 2004, 2003. 2003, j'étais pas loin. Donc la perte contre Porto. Justement, on a reproché ça à Didier Deschamps à l'époque, c'est d'avoir trop isolé ces joueurs. Ce qui fait qu'ils ont Ouais, mais beaucoup réfléchi, ils ont trop réfléchi. Est-ce qu'il peut pas arriver ça à l'équipe? Bah, c'était déjà d'une part, c'était il y a 15 ans, il avait pas le vécu qu'il a aujourd'hui, et d'autre part, il n'y a pas de vérité là-dessus. C'est chacun gère ouais, comme il le sent. Il y en a qui fonctionnent très bien en étant au milieu des médias et du public. Il y en a qui fonctionnent très bien en étant isolés. Je pense pas qu'on puisse juger ça. non, ouais, je suis d'accord. Puis, il y a la préparation d'une finale est quand même différente de la préparation d'un tournoi. Je veux dire, Oui, oui, après, voilà, mais voilà, est-ce que ça peut, enfin, ça et c'est un peu, c'était ça un de arrive, ses premiers postes d'entraîneur en subjectif. 2003. C'est vrai il a mûri et je pense que peut-être qu'il ferait les choses différemment maintenant. Si les occasions se représentaient. Je veux dire que c'était un de ses premiers postes. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas trop juger un truc c'était Non, passé il y a 15 ans. j'ai pas de doute sur le fait que ça va fonctionner au niveau de l'ambiance. Mes doutes, ils sont plus sur le terrain. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Bien, bien, messieurs. Eh bien, en espérant que l'équipe de France démarre très bien samedi, je pense qu'on est arrivé au terme. Oui. Qu'est-ce qui va arriver sur le site concernant la Coupe du Monde? Toutes les previews sont sorties, Ouais, début de la les compétition. 8 previews des groupes sont sortis, avec les 32 sélections évidemment un peu en détail. Et puis on va Début de la essayer. compétition demain, si je dis pas de bêtises. C'est ça, début de la compétition demain. Alors honnêtement, je pense pas qu'on s'attarde trop sur le Russie-Arabie Saoudite qui va arriver demain. On va Ah, essayer vraiment, c'est de, vraiment dommage. on va essayer sérieusement de couvrir un maximum de matchs qui ont vraiment un intérêt sportif pour la suite de la compétition. En particulier l'équipe de France, évidemment, on va essayer d'analyser tout ça et puis on va vous proposer un maximum de résumés de tout ce de tout ce qu'on arrive à faire sur les matchs. Voilà. Bah du coup, on est arrivé au bout du podcast et on va vous dire au Ouais. revoir. À bientôt. Salut. Voilà. Bon, Ciao les gars. ciao.